De quoi le pass sanitaire est-il annonciateur ? Vers quel type de société ce pass sanitaire nous conduit-il ? Quels sont les risques et quelles sont les dérives potentielles avec ce pass sanitaire ? Eh bien, c'est ce que je te propose d'examiner dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel où chaque semaine, je te partage des interviews, des idées, des techniques qui bousculent les idées reçues et qui favorisent ton changement. Ici Christophe Baïs, je suis coach de vie et entrepreneur. Et j'accompagne des personnes qui sont en quête de changement, qui souhaitent se reconnecter avec ce qui fait vraiment du sens pour elles, pour vivre une vie qui soit pleinement épanouissante dans tous les domaines. On se retrouve tout de suite après ce petit jingle. Alors bonjour à chacune et à chacun d'entre vous et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Réussir sa vie. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, parler du pass sanitaire, c'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'il n'y a aucun débat sur cette question dans nos démocraties actuellement. À mon grand désespoir, force est de constater effectivement que les médias ne font plus leur travail. Ces médias qui sont le quatrième pouvoir, qui ne rapportent plus les faits tels qu'ils se produisent de par le monde. L'esprit critique a disparu. On est véritablement, donc tous les médias ont finalement le même discours, et un discours qui est tout à fait étonnant dans la mesure où dans l'histoire de l'humanité, je crois qu'on ne s'est jamais entendu sur aucune thématique. Il y a toujours eu des voix dissonantes dans quelques domaines que ce soit, et aujourd'hui, force est de constater que il n'y a plus qu'une pensée unique, il n'y a plus qu'une seule chose qui est débattue à la télévision, il n'y a aucune contradiction, il n'y a aucun débat public qui est organisé, et on nous impose des choses en fait comme si c'était une fatalité de dire ok, voilà, il y a maintenant un pass sanitaire, est-ce que vous le voulez de couleur rouge ou de couleur jaune, mais on ne vous pose pas la question de est-ce que vous voulez un pass sanitaire. Et je pense que c'est vraiment une vraie question, un vrai débat à avoir, parce qu'effectivement, le risque de dérive, le risque de problématiques futures qui sont véritablement à notre porte, sont nombreux. Et je pense qu'on essaye d'occulter par tous les moyens, finalement, ce qui va se produire par cette mise en place de ce pass sanitaire. Et je pense que tout un chacun serait bien avisé d'avoir conscience, finalement, de cette problématique pour pouvoir ensuite juger en son âme et conscience et puis prendre la décision qu'elle jugera bonne. Alors moi, l'idée n'est pas de te dire quoi en penser ou quoi voter, mais plutôt d'avoir cette réflexion. L'idée de cette capsule n'est pas non plus d'avoir un débat sur la vaccination ou pas. Donc chacun et chacune a eu l'opportunité de se faire une idée. Maintenant, ça fait plus de 18 mois que nous sommes plongés dans cette épidémie. Et je pense qu'effectivement, cette nouvelle thématique du pass sanitaire n'est pas très bon signe. Et cela pour plusieurs raisons. La première de ces raisons, c'est déjà sur le plan sémantique. Et là, je vais faire référence finalement à cet ouvrage de George Orwell qui s'intitule 1984, un ouvrage que George Orwell a publié en 1946 et qui est très intéressant. Et si tu ne l'as pas déjà lu, je te suggère vivement de le lire parce que ça va te donner une très bonne idée de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc en 1946, George Orwell avait décrit avec force et détail le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, et c'est un roman d'anticipation absolument fabuleux. Et il y a quelque chose de très intéressant dans ce roman où George Orwell a inventé une novlangue. Il parle dans ce roman de la novlangue, la nouvelle langue. Et cette langue a été, on a changé en fait la langue des gens. C'est le service des recherches au ministère de la vérité en fait qui chapeaute tout ça. Et puis il y a un de ces personnages qui s'appelle Sim et qui dit à un moment donné dans le livre, je te lis juste ce petit passage: nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée ? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. La révolution sera complète quand le langage sera parfait.
Donc cette citation tirée de ce livre de George Orwell qui est édifiante à bien des égards. Pourquoi ? Parce que effectivement, et moi je travaille beaucoup là-dessus, bien dans ma pratique de coach, sur la sémantique, sur la signification des mots. Et pour te donner un exemple par rapport, un exemple de novlangue qu'on utilise aujourd'hui, parce qu'en fait c'est ce que ces techniques de management permettent aujourd'hui. Aujourd'hui on ne parle pas de plan de licenciement, parce qu'un plan de licenciement c'est sémantiquement chargé négativement. On est licencié, ça veut dire je suis viré, on m'a saqué, on m'a foutu à la porte. Mais aujourd'hui on appelle ça un plan de sauvegarde de l'emploi. Sauvegarder l'emploi, waouh, ça c'est cool. On parle exactement de la même chose, mais quand on dit plan de licenciement, on vire les gens, puis quand on dit plan de sauvegarde de l'emploi, on sauve les gens. Donc, toute cette sémantique, finalement, et je t'invite à être très attentif, finalement, dans le langage de tous les jours, les mots qu'on utilise, qui vont permettre justement de manipuler l'esprit des gens par ces mots-là, c'est-à-dire de leur donner plutôt une vision positive d'une chose, de les faire aller dans la direction qu'on souhaite, véritablement de les manipuler. Et quand on prend ce terme de passe sanitaire, eh bien, c'est exactement ce qu'on retrouve là. Un passe, c'est quelque chose qui te permet c'est un sésame, c'est une clé qui te permet de pouvoir retrouver cette vie d'avant, qui te permet de pouvoir aller où tu as envie. C'est un passe-partout. C'est ce précieux sésame qui te permet de nouveau de retrouver cette liberté. Et ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, si tu reviens en 2019, où ce passe n'existait pas, donc cette liberté t'appartenait, elle était simplement à toi de fait, et une liberté qui est du reste garantie par les textes sur les droits de l'homme que tous les pays, ça fait partie de ces droits fondamentaux de l'homme, de l'être humain, que tous les pays ont ratifié, et qu'aujourd'hui, eh bien, on n'est plus dans ce même contexte, grâce à ce pass sanitaire qui est en fait un passeport, qui est en fait une contrainte, eh bien, on t'a retiré cette liberté de pouvoir te déplacer, de pouvoir agir à ta guise, et on te dit, ok, si tu n'as pas maintenant le précieux sésame, ce passe partout, eh bien, tu ne peux pas bouger. On a choisi le pass sanitaire. Pourquoi ? Parce que quelque chose de sanitaire, c'est quelque chose de sain. C'est pour la santé. Donc, c'est un passe-partout pour ta santé. Donc, sémantiquement, dans l'idée que tu vas te faire de cette chose-là, eh bien, ça va être connoté positivement. C'est quelque chose pour ton bien. Et quand on propose à l'être humain en fait de choisir entre la sécurité ou la liberté, eh bien l'être humain choisit systématiquement la sécurité. Donc mon gouvernement a mis en place en fait un pass sanitaire qui est en fait quelque chose qui m'a retiré ma liberté. Le vrai mot serait plutôt un passeport contraignant en l'occurrence, ou un droit de sortie, un droit de vivre. On pourrait le dire comme ça aussi. D'accord. Donc on est justement précisément dans ce novlangue qui permet, grâce à l'utilisation de mots spécifiques, de pouvoir orienter la pensée des gens, de pouvoir orienter leur perception et de pouvoir les manipuler à cet effet. Alors pourquoi est-ce que je pense qu'il est utile de se poser la question de la validité de ce pass sanitaire, je pense qu'il est utile de lutter contre ce pass sanitaire de toute son énergie, parce que effectivement j'ai l'intime conviction que c'est le précurseur finalement d'un contrôle total de la population à la chinoise. Et pour celles et ceux qui ne savent pas comment ça se passe en Chine, eh bien il faut savoir qu'en Chine vous avez l'obligation d'avoir un téléphone portable, donc ça n'est plus une option, c'est pas quelque chose que tout à coup vous décidez d'avoir ou de ne pas avoir, mais vous êtes obligé d'avoir un téléphone portable. Quand vous vous promenez en Chine, dans votre ville, dans votre village, eh bien, vous avez évidemment un QR code qui vous est propre. Vous avez une identité numérique qui a été mise en place. Et quand vous cheminez en fait dans votre lieu où vous vous trouvez, eh bien, il est possible que vous passiez à proximité d'une maison dans laquelle se trouve une personne atteinte du Covid. Et le fait de passer à côté de cette maison, eh bien, votre passe va virer du vert à l'orange. Et là, vous allez recevoir un message qui va vous intimer d'aller vous faire tester immédiatement parce que vous êtes potentiellement passé proche d'une source de virus, donc il va falloir aller vous tester dans les quelques heures qui suivent. Et si vous ne le faites pas, eh bien votre QR code passe au rouge et vous êtes obligé de faire une quarantaine, de vous rendre à votre domicile et puis de rester à votre domicile.
Et vous avez l'interdiction de sortir sans téléphone portable, hein, faute de quoi, eh bien, si vous êtes attrapé, vous serez embastillé. Pourquoi ? Parce que l'État, eh bien, va avoir un contrôle omnipotent, omniscient, omniprésent sur ce que vous faites, qui vous voyez, sur vos interactions sociales, sur votre façon de vous comporter. Tout cela est bien entendu, eh bien, surveillé grâce à des algorithmes, grâce à la vidéosurveillance et à la reconnaissance faciale. Et les personnes, en fait, qui perdent des points dans leur crédit social, eh bien, il y a un moment donné où tout à coup, eh bien, vous ne pouvez plus prendre de train, vous ne pouvez plus prendre les transports publics, vous ne pouvez plus vous déplacer, vous ne pouvez plus aller au restaurant. Vos amis reçoivent des messages de la part du gouvernement, les intimant à vous appeler pour vous dire de rentrer dans le droit chemin. Vous êtes brocardé dans la rue sur des écrans plasma où les gens peuvent voir votre visage, où on met finalement au banc de la société comme ça les personnes qui ont perdu des points sociaux pour les stigmatiser. Donc on se rend compte qu'il s'agit véritablement d'un État totalitaire, d'un contrôle de chaque instant, dans ce que le contrôle a de plus nauséabond. Et personnellement, c'est pas pour toi, et du reste, je ne force personne à penser comme moi, mais ça n'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre. J'ai envie d'une société bienveillante, où il n'y a pas seulement un moule ou un modèle pour chacun, et que tout le monde doit y rentrer, faute de quoi on est un paria. Je pense qu'il y a de la place pour la diversité, pour la diversité des opinions, pour la diversité des profils, des métiers, des envies, et que effectivement, eh bien, ça doit être quelque chose qui doit rester ouvert, qui doit être ouvert à tout un chacun, pas uniquement à une élite qui peut tout faire comme dans tout système, et puis que les autres, eh bien, sont réduits au rang d'esclaves corvéables à merci et sans plus aucun droit, faute ou ayant peur d'être débranchés socialement grâce à ce que permet finalement la technologie aujourd'hui. Et ça peut paraître délirant pour les gens de se dire « Ouais, mais non, là, on est simplement dans un pass sanitaire. Regardez, dans les pays du Nord, ils ont déjà enlevé ce pass sanitaire parce qu'ils ont atteint tel ou tel degré de vaccination. » Rappelons que la Suède n'a jamais mis en place aucune mesure coercitive sur sa population et que les gens se sont vaccinés à hauteur de 64 ou 65%. À l'heure où je vous parle, le 12 octobre, eh bien, c'est effectivement le chiffre officiel de la vaccination en Suède, et que d'autres pays, effectivement, eh bien, ont quand même mis en place certaines mesures pour contraindre les gens à se vacciner, malgré le fait qu'aujourd'hui, eh bien, on sache que les personnes vaccinées peuvent également attraper le Covid et qu'elles peuvent également le transmettre. Donc une fois qu'on a fait ce constat, je pense qu'il est légitime de se poser la question, de se dire mais finalement, à partir du moment où les gens qui se considèrent à risque ou qui souhaitent se vacciner, qui souhaitent se protéger par ce biais-là contre le Covid, eh bien souhaitent le faire, ont eu l'opportunité de le faire, on leur a laissé ce choix et cette capacité de pouvoir le faire. Quelle est la raison, finalement, qui impose à tout un chacun de devoir absolument se vacciner, ou qu'est-ce qui fait qu'un gouvernement souhaite vacciner un pourcentage XY de sa population à tout prix, finalement au mépris de cette liberté individuelle qu'est notre santé, puisque je rappelle que la santé concerne la personne elle-même et son médecin, il n'y a pas d'autres personnes qui rentrent dans cette boucle-là, et que si on veut dire, ou si on veut rentrer finalement dans cette dynamique de se dire que finalement la société doit légiférer, ou c'est quelque chose de collectif, hein, on doit imposer aux gens cet hygiénisme sanitaire, alors supprimons les frites, interdisons la cigarette, interdisons l'alcool, interdisons les 4x4, les SUV qui polluent grandement, et la qualité de notre air, dont je rappelle que des dizaines de milliers de personnes chaque année décèdent à cause de cette qualité de l'air et cette pollution omnisciente, omniprésente. Interdisons les pesticides, interdisons tout un tas de choses. Interdisons aux gens de ne pas faire de sport, interdisons la sédentarité aux gens. Donc on peut continuer comme ça, aller finalement, cette chose-là est infinie. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important de se dire que la santé, c'est une affaire individuelle. Bien entendu que s'il s'agissait d'Ebola, d'une fièvre hémorragique qui tuait ou qui dévastait toute la population, on ne serait pas en train d'avoir ce discours-là. Mais je rappelle uniquement qu'effectivement, bien 99,9% des personnes ont guéri de la Covid sans aucun problème. Donc, quel est le but recherché par cette mise en place de ce pass sanitaire, donc si ce n'est celui de ce contrôle à la chinoise? Il faut avoir conscience qu'en Europe, l'Europe maintenant, la Banque Centrale Européenne est en train de mettre en place un euro numérique,
qui va très rapidement remplacer l'argent liquide. Donc l'argent liquide ne sera vraisemblablement plus autorisé et eh bien tout devra se faire par transaction électronique, comme c'est déjà le cas dans certains pays où vous avez des pays qui sont déjà très très numérisés. Je pense notamment à la Lettonie où tout se fait par informatique. Et eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites tout par informatique, eh bien tout ce que vous faites est tracé, est traçable. C'est-à-dire qu'on sait dans quel restaurant vous allez manger, quelles sont vos habitudes culinaires. On va pouvoir vous dire, mais attendez, c'est le 3e steak frites qu'il mange de la semaine, ou il mange beaucoup trop gras, ou etc., etc. On va savoir quels sont les bars dans lesquels vous allez, quelle est votre consommation d'alcool, ce que vous achetez dans votre supermarché. Donc, ça permet finalement la mise sous coupe de toutes vos données, de tout ce que vous allez faire, de tous les gens que vous allez rencontrer, de tous les endroits où vous allez vous rendre, de tous vos lieux de villégiature. Donc, c'est-à-dire, c'est un contrôle omniscient, omniprésent, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Alors, peut-être que parmi vous, eh bien, certains se disent moi, de toute façon, j'ai rien à cacher. Et je pense que il est important de ne pas confondre je n'ai rien à cacher avec j'ai tout à montrer. Je pense que finalement, on a toutes et tous le droit à la protection de sa vie privée, de savoir ce qu'on fait de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on a des choses à cacher, mais est-ce que j'ai envie de le crier sur la place publique de ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'ai envie de donner l'opportunité finalement à un gouvernement, quel qu'il soit, de pouvoir tout savoir sur tout ce que je fais, de pouvoir contrôler mes faits et gestes, et puis le cas échéant, de m'interdire certaines choses qu'il jugerait ne pas être opportunes pour moi. Je citais l'exemple du 3e steak frites que je m'envoie en une semaine, et puis de me dire non, c'est pas bon pour son taux de cholestérol, donc il faut absolument qu'il mange maintenant des dips de légumes avec de la sauce au yogourt plutôt qu'avec de la mayonnaise. Et on peut vraiment, si on va jusqu'à là, eh bien se poser cette question et puis de se dire effectivement voilà un petit peu le type de contrôle qui peuvent être mis en place dans le futur. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'effectivement aujourd'hui on n'a plus du tout, depuis le début de ce Covid, de débat démocratique. On se rend compte que finalement les médias, qui sont le 4e pouvoir, eh bien, ne font plus du tout leur travail, puisque chacun de ces médias rapporte exactement le même discours lénifiant auquel on a droit. Donc il n'y a aucun esprit critique, il n'y a aucune question qui fâche qui sont posées. On ne remet absolument pas en cause les décisions des gouvernements, mais au contraire on vient appuyer toutes ces décisions sans faire preuve d'aucun esprit de recul, aucun esprit critique. Et effectivement, eh bien, si les gens sont en permanence abreuvés par les chaînes de télévision habituelles ou les médias mainstream bien par les mêmes thématiques, eh bien on rentre dans ce qui s'appelle un dogme. Et la différence en fait entre un dogme et quelque chose de scientifique, en science, eh bien le fondement même de la science, eh bien c'est de remettre en cause ce à quoi nous sommes confrontés pour s'assurer qu'effectivement, eh bien il n'y a pas un angle mort qu'on n'a pas vu ou qu'il n'y a pas quelque chose qui nous échappe. Et quand on est dans un dogme, eh bien il n'y a plus possibilité de pouvoir discuter avec des arguments rationnels. Donc c'est simplement dogmatique, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça ne souffre aucune contestation et aucune critique. Et moi, ce qui me préoccupe énormément, c'est qu'effectivement, eh bien, moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux et notamment, eh bien, je suis beaucoup d'informations sur Twitter, un canal que je vous recommande d'utiliser, qui est pas très utilisé en Europe, mais qu'il est beaucoup plus dans le reste du monde, où il y a énormément d'informations qui transitent. Et on peut se rendre compte, en fait, en allant sur Twitter, qu'effectivement, il se passe énormément de choses dans énormément de pays. Rien ne nous est rapporté sous nos latitudes. Je prends l'exemple de l'Australie qui subit un blackout total de ses réseaux sociaux. Je voyais encore une vidéo ce matin où des policiers se rendaient au domicile de nuit d'une personne avec une injonction d'un juge pour le confronter à un post qu'il avait mis sur Facebook, et on voit en fait le policier bien montre le post dont il s'agit, et il s'agit en fait d'une photo d'une foule où la personne a mis un commentaire en disant que le gouvernement n'en avait rien à foutre de vous, et on vient sonner à sa porte pour le forcer de se justifier par rapport à ce post. Il faut savoir qu'en Australie, vous risquez jusqu'à $10 000 d'amende
suivant le type de poste que vous mettez, et plus particulièrement tout ce qui concerne les fake news, ce qu'on appelle des fake news, eh bien, vous pouvez être poursuivable jusqu'à $10,000 d'amende, et puis si vous appelez à manifester ou à vous rendre dans la rue ou à ne pas être d'accord, eh bien, vous encourez des peines de prison, etc., etc. Donc c'est extrêmement grave en termes démocratiques, en termes de faire usage de ses droits, en termes de, pour moi, dans une démocratie, eh bien, toutes les vérités sont bonnes à dire. On a le droit de s'exprimer. Cette liberté d'expression est du reste garantie par nos constitutions. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, ce à quoi on assiste, eh bien, c'est une censure omniprésente de chaque instant de tous les réseaux sociaux qui bannissent les gens qui ont des idées différentes ou qui questionnent le narratif officiel. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Je pense que des régimes totalitaires comme les Russes de l'époque, eh bien, on aurait rêvé. Je pense que Kim Jong-il ou bien d'autres doivent se régaler de voir qu'aujourd'hui, ce qu'il est possible de faire, et qu'en fait, ces réseaux sociaux tels que Facebook ou d'autres, ou comme WhatsApp, comme YouTube, eh bien, s'arroge le droit de ce qui peut être publié ou non dans le cadre d'une pandémie où certains ont des questions qui sont parfaitement légitimes ou qui rapportent des éléments qui peuvent favoriser précisément eh bien, une prise de décision pour les uns ou pour les autres. Et je pense que c'est extrêmement dommageable lorsque vous n'avez plus qu'un seul son de cloche et puis que tout le monde vous répète la même chose à l'unisson. Eh bien, quand tout le monde pense la même chose, c'est qu'en général, il y a quelqu'un qui ne pense pas. Donc, je pense que ce sont vraiment des éléments sur lesquels il est important de revenir sur cette censure massive. Du reste, les États-Unis sont en train de prendre des mesures là-dessus. Le président Bolsonaro a pris un amendement aussi au Brésil pour interdire cette censure sur les réseaux sociaux, pour dire que les gens ont le droit de s'exprimer. Bolsonaro, qui du reste a fait une déclaration en disant qu'effectivement, si les gens acceptaient ce pass sanitaire, eh bien, la prochaine mesure serait encore quelque chose de coercitif, et puis encore quelque chose de coercitif, etc., etc., qu'on était en train de mettre le doigt dans un engrenage infernal. Et je pense qu'effectivement, bien que les médias occidentaux, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous prenez finalement toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec les Américains aujourd'hui, sont des vilains tyrans, sont des vilains canards, sont des vilains moineaux. Pour ma part, je pense que chaque peuple a le droit à son autodétermination, a le droit de décider pour lui-même sereinement, comme nous essayons de le faire en Suisse, de prendre des décisions qui vont dans le sens du bien commun, bien évidemment, mais en respectant les diversités, en respectant les minorités. Ça a toujours été l'un des fondements de notre démocratie et je pense que ça doit continuer ainsi. On ne peut pas simplement dire que lorsqu'on n'est pas d'accord avec les États-Unis, qui mettent tout à coup, c'est la Pax Americana, où eh bien, on va commencer à mettre des sanctions contre tel pays parce qu'on n'est pas d'accord avec eux, parce que ci, parce que ça. Et puis on va nous présenter après ces personnes. Prenez l'exemple de la Russie, de l'Iran, de la Syrie, du Venezuela. Tous les pays qui ne sont pas d'accord avec les Américains, eh bien, sont mis au banc de la société. Maintenant, c'est les Chinois, tout le monde, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la manière de procéder des Américains, eh bien, sont systématiquement mis au banc de la société. Donc une question qui peut être intéressante de se poser aujourd'hui, c'est sachant aujourd'hui que eh bien, les personnes vaccinées peuvent également attraper le Covid, que leur charge virale est la même que celle des non-vaccinés, que les vaccinés peuvent également transmettre le virus. Donc finalement, quel est l'intérêt de ce pass sanitaire, puisque finalement il n'offre aucune garantie, et bien au contraire, c'est peut-être même encore un facteur de contamination, puisque vous allez vous retrouver finalement entre personnes vaccinées qui disposent d'un pass. Le pass qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Covid, il veut simplement dire que vous avez été vacciné, et eh bien les gestes barrières tombent, on enlève son masque, on fait il y a on des grosses étreintes, etc. Puis on a l'impression finalement, cette fausse impression de sécurité, et puis on va se contaminer parmi, et je pense qu'effectivement, eh bien, c'est quelque chose qui est plus problématique que de nature à résoudre finalement ce problème de contamination. Donc, pour ma part, eh bien, je n'aspire pas du tout à être contrôlé dans mes faits et gestes. On peut revenir également sur la votation en Suisse qui a eu lieu il y a quelques 6 mois où effectivement le Parlement, dans sa grande sagesse, où le Conseil fédéral avait décidé de mettre en place une loi, disons que le cadre légal pour avoir une identité numérique, et eh bien avait fait ça en catimini, sans soumettre cette question fondamentale au peuple, et les citoyens bien avertis, ou en tout
cas bien attentifs, ont mis en place un référendum et le peuple suisse a été finalement appelé à se prononcer sur cette loi, de savoir si nous voulions ou non la mise en place de cette identité numérique telle que le Conseil fédéral l'avait prévu. Et sans surprise, le peuple l'a refusé à 64,4%, donc c'est une véritable gifle. Ça a été pratiquement un constat sans appel pour dire non, on ne veut pas de cette chose-là, parce que notamment, le gouvernement proposait d'outsourcer cette capacité à des entreprises privées, et qu'en matière de respect de la sphère privée, de la protection des données, de votre vie privée, je pense qu'il n'est pas de bon augure d'aller donner toutes ces données à des sociétés, et qui plus est, ce que permet finalement la mise en place d'une identité numérique, c'est de pouvoir avoir les conditions cadres pour vous contrôler dans tous les aspects de votre vie, avec votre compte en banque, avec vos lieux de villégiature, avec vos restaurants, avec vos contacts, avec votre identité numérique sur les réseaux sociaux. Donc, on sait tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, d'accord. Et en plus, une fois qu'on a ce joli code barre qui vous donne cette identité numérique de fait, donc chacun d'entre nous a une identité numérique grâce à ce fameux code barre, une fois que vous mettez toutes les données en place, vous avez un profil complet de la personne, de tout ce qu'elle pense, de tout ce qu'elle dit, de si elle prend des médicaments, quel type de médicaments, de quoi elle souffre, qu'est-ce qu'elle mange, qui elle voit, etc., etc. Donc vous n'avez plus aucune sphère privée, et on peut décider après de vous imposer toutes les choses que le futur nous réserve. Une prochaine pandémie, de dire ok, c'est maintenant, vous êtes obligé de vous vacciner, sinon vous n'avez plus votre passe sanitaire. Et puis si vous n'avez plus de passe sanitaire, vous ne pouvez plus rentrer à nulle part, vous n'avez plus de vie sociale, vous êtes complètement déconnecté de la vie sociale, et on va vous dire demain ce sera peut-être le vaccin de la grippe, demain ce sera peut-être une autre maladie, peut-être qu'on va vous interdire de fumer parce que d'un coup on décide que c'est plus bon puis que c'est plus la mode, peut-être vous interdire de boire, peut-être. Donc vous comprenez aisément qu'en fait c'est la porte ouverte à toutes les dérives totalitaires, et que tous les gens sont pas forcément bien intentionnés, bien au contraire. Et pour celles et ceux qui en douteraient, je te propose d'ouvrir n'importe quel livre d'histoire, où tu vas t'apercevoir que de tout temps, à chaque époque de l'histoire de l'humanité, on a eu des gens qui ont voulu avoir le pouvoir sur les autres, qui ont voulu avoir un empire, vouloir dire aux gens comment ils devaient faire, être le chef, commander à tout le monde, etc. Donc il y a eu et le dernier en date, c'est date de 70 ans, c'est Adolphe, avec son copain Mussolini, et on a des gens comme Lénine, comme Staline, qui sont avec des purges staliniennes, où on a d'un coup commencé à exécuter des gens qui n'avaient pas les mêmes pensées, qui n'étaient pas d'accord, etc., etc. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est effectivement très préoccupant. Ce pass sanitaire, c'est la porte ouverte à la mise en place de cette identité numérique qui va nous conduire tout droit à ce contrôle à la chinoise. Je rappelle pour celles et ceux qui sont encore sceptiques que Justin Trudeau, ou Justin Trudeau, comme on dit au Canada, était interviewé sur une télévision, et ces images sont disponibles si tu les cherches, où le journaliste demande à Justin Trudeau quel est le pays qu'il admire le plus, et Justin Trudeau dit que c'est la Chine. Justin Trudeau qui fait partie des Young Global Leaders, qui sont cette équipe où ils viennent tous finalement du même sérail, Macron, Merkel, Trudeau et plein d'autres, José Maria Aznar, etc., etc. Donc tous ces gens sont passés par ces Young Global Leaders. Ce sont des globalistes qui ont pour vision du futur pour la société une gouvernance mondiale. Ce qui nous pend au nez, c'est qu'on est en train de nous parler maintenant effectivement de dérèglement climatique, de réchauffement. Donc on est en train de nous dire ok, on peut pas lutter tout seul, alors qu'en fait aucun gouvernement ne prend de mesures drastiques à son niveau pour pouvoir lutter par rapport aux nuisances que le pays lui-même est en train de commettre. On laisse la chose dégénérer pour pouvoir dire ensuite, voyez, c'est un problème global, donc on ne peut pas lutter tout seul, donc il faut qu'il y ait une gouvernance globale. On est en train de faire exactement la même chose avec cette crise sanitaire, en disant, voyez, on ne peut pas lutter tout seul, donc il faut qu'on prenne des mesures au niveau global. Et puis on va prendre les mêmes mesures avec les monnaies, avec la monnaie, en disant que finalement, on peut plus avoir d'argent liquide, tout doit passer par le numérique. Et puis comme ça, on a installé un contrôle total sur la population. Alors pour celles et ceux qui rêvent du modèle chinois comme M. Trudeau, rappelons-nous juste que des entreprises, notamment comme celle d'Apple, qui utilise des employés corvéables à merci, ont dû installer des filets anti-suicides dans les entreprises parce que les employés étaient tellement désespérés qu'en fait ils
ils souhaitaient mettre fin à leur jour en sautant dans des étages pour suicider. Donc moi je sais pas, mais c'est pas un monde qui me fait rêver, c'est pas ce que je souhaite pour mes enfants, c'est pas ce que je souhaite pour notre futur. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, eh bien, comme je le disais, les médias ne jouent plus leur rôle. Parlons simplement de l'exemple des Pandora Papers. On a 11 300 milliards d'argent qui a été détourné, qui a été sorti du fisc. Donc 11 300 milliards, c'est absolument gigantesque. On a plein de gens politiques qui sont mouillés jusqu'au cou, notamment dans des copains de Macron, de ses ministres, etc. Enfin, on a ces gens qui prônent la transparence, mais qui eux-mêmes sont les premiers fraudeurs à aller planquer leur pognon dans les paradis fiscaux, etc. Donc, on marche complètement sur la tête, avec ce sentiment un petit peu que chacun est en train de se dire, ok, pour le moment, il y a encore quelques petits sous à me faire, j'y vais, je profite encore, je vais vite planquer le truc, etc. là-bas. Et c'est quelque chose d'absolument atroce et horrible. Et de nouveau, eh bien, les médias n'en parlent pas. Pourquoi est-ce que les médias n'en parlent pas ? Eh bien, c'est également une bonne question à se poser, simplement parce que ces médias appartiennent à 9 familles de milliardaires, qu'ils contrôlent finalement toute la presse, et que quand vous êtes milliardaire et que vous-même utilisez effectivement, eh bien, ces artifices financiers qui permettent de détourner l'impôt et de ne pas payer votre contribution, votre obol finalement à la bonne marche de la société, eh bien effectivement quand ce sont vos journaux, eh bien vous n'allez pas vous tirer vous-même une balle dans le pied et puis venir parler de ces choses qui peuvent fâcher les uns et les autres. Alors voilà ce que j'avais prévu pour cette capsule aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre sur la question, même si j'ai encore évidemment 1000 informations que j'aimerais te transmettre. Aujourd'hui, effectivement, eh bien, le conseil que je peux donner à chacune et à chacun, eh bien, c'est d'aller faire tes propres recherches sur Internet. Moi, je t'invite à aller sur Twitter parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent là, des informations qui sont tout à fait véridiques, qui viennent de différents endroits du monde. Et comme la presse locale, comme les médias mainstream auxquels nous sommes abonnés généralement, eh bien, ne relayent plus ces informations, eh bien, c'est important de s'informer sur ce qui se passe sous d'autres latitudes, dans d'autres peuples, dans d'autres coins du monde, dans d'autres pays. J'en veux pour preuve en Australie, où ils ont un blackout total de l'information, ils ont coupé les réseaux sociaux. Sur Israël, où le peuple commence à descendre dans la rue maintenant par millions pour refuser la 3e dose parce qu'ils accusent les autorités sanitaires de génocide et de se livrer à des expérimentations sur leur population. En Italie, qui est rentrée en grève générale totale, avec les dockers qui bloquent tous les ports d'Italie, avec les camionneurs qui bloquent le pays, avec des grèves qui sont suivies par des millions de personnes dans la rue et dont aucun média ne fait état. Donc, je pense que c'est effectivement extrêmement grave ce qui est en train de se produire. Si vous comptez garder vos libertés individuelles, garder finalement cette liberté d'action qui a été la nôtre jusqu'à présent et la léguer aux générations futures, eh bien, je pense qu'il est urgent de s'interroger par rapport à ce pass sanitaire et de refuser cette mise en application et de lutter tous ensemble finalement contre ces despotes qui cherchent à instaurer un ordre mondial, la fin de l'État-nation, mais de prendre le pouvoir finalement avec une gouvernance mondiale. Et peut-être que tu te dis que je suis un cinglé en te racontant ce genre de choses, mais j'en veux pour preuve le livre de Klaus Schwab, donc le directeur du World Economic Forum, qui a écrit ce livre Covid-19, la grande réinitialisation, et qu'il a publié en juin 2020, donc c'est tout récent. Eh bien, tout est inscrit noir sur blanc, et ce bon Klaus Schwab, eh bien, c'est le copain de tous les riches, de tous les milliardaires de cette planète, et visiblement, eh bien, c'est le dessin qu'ils ont pour tout un chacun. Donc je pense qu'un homme averti en vaut deux, une femme aussi du reste. Donc voilà le message que j'avais prévu pour cette capsule. Voilà, je ne fais pas plus longtemps. J'espère que tu as trouvé cette capsule intéressante. N'hésite pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à la forwarder à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. C'est toujours utile, ça peut aider quelqu'un quelque part. C'est tout pour aujourd'hui. Et jusqu'à notre prochaine communication, je te dis bye tout le monde.